La traversée de l'océan Atlantique, le passage du milieu, dans quelles conditions sont embarqués ces millions de femmes et d'hommes. Quand les Européens explorent le Nouveau Monde au XVIe siècle, ils en comprennent rapidement le potentiel économique. Au Brésil, les Portugais, qui sont les premiers à développer une colonisation organisée, commencent par y exploiter le bois brésil, ce bois rouge de braise qui donne son nom à la colonie. Progressivement, toutes les puissances développent en Amérique le système de plantation, de l'indigo, du café et surtout du sucre. La canne à sucre est connue depuis l'Antiquité, et au Moyen-Âge, on redécouvre cette culture en Orient par l'intermédiaire des croisades. Mais même si l'on consomme du sucre en Sicile et que la canne à sucre est cultivée dans le sud de l'Espagne, cela reste jusqu'au XVe siècle un produit rare réservé aux plus riches. À leur arrivée à Madère, les Portugais y introduisent la canne à sucre, mais un siècle plus tard, les terres s'y épuisent. Au Brésil, le climat est idéal pour cette culture et les grands espaces ne manquent pas. Les Espagnols introduisent ainsi la canne à sucre dans leur colonie. L'Europe prend goût au sucre qui vient d'Amérique, et alors que les Européens ne consommaient que peu de sucre au XVe siècle, surtout dans un but médical d'ailleurs, eh bien à la fin du XVIIIe siècle, la consommation moyenne est de 4 kilos par personne et par an. Ce goût sucré va très vite. En 1572, Abraham Ortelius, un cartographe d'Anvers, déclare à propos du sucre « Aujourd'hui, on le dévore par gloutonnerie. Ce qui nous servait de remède nous sert à présent de nourriture. » Les Portugais et Espagnols sont rapidement confrontés à un problème majeur, le manque de main-d'œuvre. Et ils ne peuvent pas vraiment compter sur les Indiens pour couper la canne. Les Indiens attrapent toutes les infections, y compris de maladies bénignes, qui sont souvent mortelles pour eux. On les a aussi mis au travail forcé, et les violences et mauvais traitements sont réguliers. Bref, la population indienne s'effondre de façon impressionnante, et donc il faut les remplacer dans les champs. Au départ, on utilise des Européens qui s'engagent par contrat. Les pauvres ne manquent pas en Europe. Les planteurs, propriétaires des plantations, s'engagent à payer le transport de l'engagé, à lui assurer le gîte et le couvert sur place, en échange d'un travail pendant 3 ans. À l'issue de cette période, l'engagé reçoit un petit pécule, généralement 300 livres de tabac. Enfin, ça c'est la théorie, parce que dans les faits, les engagés travaillent comme des bêtes de somme et sous les coups des planteurs. Et forcément, ça finit par se savoir en métropole, où le nombre d'engagés s'effondre assez logiquement. Et c'est là que des types ont une idée qui va tout changer. Pourquoi ne pas utiliser des esclaves africains pour les remplacer? Ils sont costauds, habitués au climat, et une fois achetés, on n'a plus besoin de les payer. Toutes les puissances européennes ayant des colonies au Nouveau Monde arrivent à la même conclusion. Il faut faire venir des esclaves pour travailler dans les plantations. C'est donc pour répondre à cet impératif économique que se met en place ce que l'on appelle la traite négrière atlantique, le commerce des esclaves africains vers l'Amérique. Les régions d'embarquement des esclaves, le golfe de Guinée, l'Angola, le Sénégal, correspondent rarement à leur lieu de vie. Le plus souvent, ils viennent de l'intérieur du continent africain et vivent la plupart du temps assez loin des côtes. Les Européens ne vont pas les chercher sur place. Ils ne s'aventurent pas en Afrique. Ils préfèrent laisser ça à leurs intermédiaires africains et attendent tranquillement qu'on leur apporte les esclaves sur les côtes, voire sur les îles où les postes de commerce se sont installés. Il faudra vraiment attendre le 19e siècle pour que les Européens partent explorer ce continent. En attendant, on reste prudemment sur les côtes et on attend les livraisons. Les esclaves sont pour l'essentiel des prisonniers de guerre et des victimes de razzias. Des groupes d'hommes attaquent des villages par surprise pour capturer des esclaves. Les intermédiaires africains rassemblent ensuite leurs captifs en caravanes qui relient la côte à pied à raison d'une 40aine de kilomètres par jour. Ils sont rarement enchaînés pour éviter que le frottement des chaînes n'abîme leur peau et ne fasse baisser leur valeur. Faut quand même pas perdre de vue que l'esclave, c'est avant tout une marchandise. Ces esclaves sont vendus en partie aux tribus croisées le long des routes, et pour le reste, aux Européens sur la côte. Les Portugais représentent quasiment le tiers de leurs acheteurs. Puis, dans l'ordre d'importance, les Britanniques, les Français, les Espagnols et enfin, les Hollandais. Les Européens font du troc avec les rois africains et les intermédiaires qui leur fournissent des esclaves. Il faut donc leur proposer des marchandises qui peuvent les intéresser. Tous ces biens sont des produits coûteux. Acheter la cargaison pour le troc coûte très cher. En 1780, l'investissement nécessaire pour un seul bateau représentait de 200 à 300 000 livres tournois, soit le prix d'un hôtel particulier parisien. Clairement, si le bateau coule, t'as le seum. Les capitaines négriers étalent leurs marchandises sur la plage ou sur leurs navires et on essaye de trouver un accord selon le nombre, l'état physique ou l'âge des esclaves. Ça peut être long et il faut aussi négocier avec les pouvoirs locaux le paiement des taxes tout en respectant les traditions et le protocole.
Le prix des esclaves évolue ainsi à la hausse ou à la baisse. Les jeunes hommes vigoureux, entre 18 et 25 ans, sont les plus recherchés et on parle alors de pièces d'Inde. Un enfant vaut généralement un tiers ou la moitié d'une pièce d'Inde. Une femme entre la moitié et les deux tiers. Une fois les esclaves achetés, un chirurgien les examine pour vérifier leur santé et on les estampe, c'est-à-dire qu'on les marque au fer rouge avec un signe distinctif. Ensuite, on les amène à bord du navire négrier avec des chaloupes. Tant que la cargaison n'est pas complète, le bateau ne fait pas la traversée. Et assez souvent, le navire suit la côte pour s'approvisionner en esclaves un peu plus loin. Il n'existe pas de navire spécialisé pour la traite négrière. Il s'agit simplement de navires de commerce que l'on a aménagés pour cette cargaison un peu particulière. Et donc en fonction de la cargaison, on va passer notre temps à faire des travaux sur le navire pour optimiser l'espace. Il y a cependant à bord une cuisine plus importante pour réaliser les repas pour l'équipage et ceux des captifs. Les esclaves sont stockés dans une partie qu'on appelle l'entrepont. En gros, la cale sert pour l'eau et les marchandises. L'entrepont accueille les esclaves et au-dessus, on a le pont supérieur à l'air libre. L'entrepont ne mesure que 1,40 m de hauteur. En moyenne, les esclaves disposent de 83 cm en hauteur, ce qui leur permet au mieux de s'asseoir. En largeur, l'espace par esclave est de 40 à 43 cm, les obligeant à se tenir sur le côté plutôt que sur le dos. Ils sont enchaînés 2 par 2 avec des fers aux mains et aux chevilles. Une rambarde, c'est-à-dire une cloison de bois très haute avec des lames métalliques tranchantes sur les bords, sépare le navire en 2 parties. La plus petite à l'arrière est pour les femmes et les enfants. L'avant est réservé aux hommes. La porte entre ces 2 espaces reste fermée à clé. Une écoutille centrale qui permet de faire entrer un peu d'air et de lumière dans l'entrepont permet aussi de faire monter les esclaves sur le pont. On compte généralement 2 esclaves par tonneau, ce qui fait qu'un bateau négrier embarque en moyenne 400 à 600 esclaves. Ils sont encadrés par 40 à 45 hommes d'équipage, recrutés pour leur connaissance maritime et leur capacité à maintenir l'ordre à coups de fouet. La toilette se fait à l'eau de mer et leur bouche est rincée au vinaigre. Un chirurgien inspecte les malades et les plaies. Il regarde aussi l'état des dents. 2 fois par semaine, on enduit leur corps d'huile de palme pour atténuer la brûlure des fers et du sel. Tous les 15 jours, on leur coupe les ongles et on leur rase la tête. Le premier repas est servi sur le pont supérieur vers 9 ou 10 heures et ressemble beaucoup à ce que les esclaves mangeaient en Afrique. Fèves, haricots, riz, maïs, igname, manioc et bananes. Tout est bouilli et on y ajoute à l'occasion un peu d'eau de vie ou d'huile de palme. L'après-midi, l'équipage les incite à danser, c'est-à-dire surtout s'agiter pour détendre les muscles et lutter contre les maladies comme le scorbut dont on ignore encore les causes. Tout se fait sous la surveillance totale des marins de l'équipage car les risques de révolte sont réels. Un second repas est servi vers 3 ou 4 heures de l'après-midi et 1 heure plus tard, les esclaves redescendent dans l'entrepont jusqu'au lendemain matin. Pendant ce temps, les marins lavent et grattent le pont supérieur. Imaginez vivre tout ça pendant plusieurs mois. Tout va devenir encore pire s'il fait mauvais temps. Le caillebotis qui permet de faire venir de l'air et de la lumière dans l'entrepont est remplacé par des panneaux de bois. Les esclaves étouffent et ils ne voient plus rien. Pour les femmes qui représentent un tiers des esclaves transportés, la situation est différente. Si elles sont moins entassées que les hommes, elles subissent des violences sexuelles. Certaines sont données comme récompense aux officiers si la mortalité du transport est faible. Si la plupart des femmes désespèrent de leur situation jusqu'à se suicider après un viol, d'autres, moins nombreuses cependant, acceptent les avantages matériels, voire trahissent leurs compagnons d'infortune tentés par une révolte. Dites-vous bien que globalement, les esclaves ne comprennent même pas ce qui leur arrive. Ils ne savent pas ce qu'ils font là, ni même où ils sont censés aller. C'est assez facile quand même d'imaginer leur angoisse, leur désespoir, leurs cris, leurs plaintes, et certains d'entre eux sont même persuadés que les Européens vont les manger. La traversée de l'Atlantique est clairement une épreuve. En moyenne, 15% des esclaves meurent durant le trajet. Ce nombre baisse après 1750 grâce à une meilleure hygiène et une navigation plus rapide. Certaines traversées sont effroyables et la mortalité peut dépasser les 40%, voire emporter tous les esclaves. Outre les conditions de voyage, les maladies comme la dysenterie, la fièvre jaune, la malaria ou le scorbut ainsi que les mauvais traitements expliquent ce chiffre. Les morts sont tout simplement jetés par-dessus bord. L'équipage n'est pas mieux loti et les marins meurent dans les mêmes proportions, soit beaucoup plus que pour une traversée commerciale classique.
À l'approche des côtes américaines, le capitaine négrier dirige son navire vers le port où il pourra tirer le meilleur profit de sa cargaison. Il faut remplir diverses formalités fiscales et sanitaires et attendre 40 jours, la fameuse quarantaine, pour éviter les maladies. La vente, elle est annoncée par des affiches, à la criée ou par des coursiers qu'on va envoyer dans les plantations. Elle a lieu soit sur une place du port, soit plus fréquemment sur le pont du navire. Les esclaves sont regroupés par lots de 4 à 10, ils montent sur une estrade ou un tonneau pour que les planteurs puissent les observer. Les pièces d'Inde sont les plus recherchées. La vente se fait aux enchères et seul un tiers est payé comptant. Et fréquemment, les esclaves sont échangés contre du sucre, du tabac ou du café. Est-ce un commerce rentable? Eh bien en fait, c'est très aléatoire et il faut avoir l'esprit joueur. Si certaines expéditions peuvent rapporter 100 à 150% de profit, d'autres sont très déficitaires. Le profit moyen reste modeste, de 5 à 10% pour les Hollandais et 10% pour les Anglais, ceux dont les expéditions sont les plus rentables. Et la moitié d'entre eux décèdent dans les 3 ans qui suivent leur arrivée. À propos des navires négriers, William Wilberforce, un abolitionniste britannique, a dit « Le monde n'a jamais connu autant de misère dans un espace aussi petit ». Plus de 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été arrachés à leur terre d'origine pour travailler sur le continent américain. 90% sur la seule période entre 1700 et 1850. 1,8 million d'entre eux meurent durant le voyage et 1,5 million trouvent la mort au cours de leur première année de travail. Mais la traite orientale, organisée par les pays africains et arabes, concerne plus de monde encore, soit 17 millions d'esclaves. Elle commence aussi beaucoup plus tôt, aux alentours du 7e siècle, pour finir beaucoup plus tard, au début du 20e siècle. Ah ça, pour faire des trucs pas jojo, on sait se tirer la bourre. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!